Mais ils prétendent que c'est à cause de l'avancée de l'OTAN, et c'est pour empêcher l'avancée de l'OTAN que la Russie a attaqué l'Ukraine. Alors c'est totalement faux. Et ceux qui disent ça sont non seulement dans le faux total, mais ils n'ont pas du tout compris. Et c'est là où on a toujours ces Cassandres qui parlent de choses sans réellement connaître le fond du problème. Il faut se rappeler que Vladimir Poutine est un juriste à la base. Et que lorsqu'il a lancé son opération en Ukraine, il sait exactement dans quel cadre juridique il l'a fait. Et aucun cadre juridique du droit international n'autorise une guerre simplement parce que l'OTAN avance. Et c'est d'ailleurs pour ça que ceux qui prétendent ça ont un langage qui est finalement très proche de ceux qui critiquent la Russie dans cette affaire. Et si la Russie avait attaqué pour empêcher l'avancée de l'OTAN, c'est totalement condamnable. Le problème, c'est que ça n'est pas le cas. La Russie n'a pas lancé son opération à cause ou parce que l'OTAN avançait. Ou du moins, c'est une cause extrêmement lointaine. La raison pour laquelle la Russie est intervenue en Ukraine, et ça a été dit par Vladimir Poutine le 24 février 2022, il y a 3 ans, lors de l'allocution qu'il a fait à cette occasion, et qui a été retransmise partout, c'est de protéger la population russe d'Ukraine, en particulier celle du Donbass. Et d'où les 2 objectifs qui ont été formulés il y a 3 ans exactement, la démilitarisation et la dénazification. 2 termes qui sont repris de la déclaration de Potsdam de 1945. Alors le terme dénazification est un peu exagéré, puisque d'ailleurs dans les discours et dans le langage du Kremlin, on parle de néo-nazi, mais non pas de nazisme. Donc ça c'est très important, même si nos médias parlent toujours de nazis. Hein, quand vous lisez les transcriptions et le texte des discours de Vladimir Poutine, il parle toujours de néo-nazis. Mais de nouveau, on est dans la désinformation. Bref, toujours est-il que l'objectif de ça est la protection de la population du Donbass. Alors, il est important de revenir sur ces faits parce que j'ai vu un professeur d'université récemment sur votre chaîne qui racontait un peu pas n'importe quoi, mais disons que non, il était très loin de la vérité. Alors, on va peut-être revenir sur un élément de base et qui est déterminant dans cette affaire et qui explique l'intervention russe, c'est le décret du 24 mars 2021, le décret de Zelensky. Ce décret prévoit la décolonisation et réintégration de la Crimée, de Sébastopol et également, si vous lisez le texte, du sud du pays, c'est-à-dire ça comprend également le Donbass. Et à partir de ce moment-là, le 24 mars, donc fin mars 2021, on observe en Ukraine une augmentation des tirs d'artillerie dans le Donbass. Ce graphique, c'est moi qui l'ai dessiné, enfin qui l'ai redessiné pour qu'il soit dans le format de ma présentation, mais en réalité, ce graphique vient de l'International Crisis Group, qui est financé par George Soros et par le gouvernement suisse d'ailleurs. Et ce graphique, je l'ai repris avec les chiffres qui ont été donnés par ces groupes. Donc ça ne vient pas du Kremlin. Et on voit qu'à partir du moment où Zelensky a lancé son décret de reconquête du Sud, on voit une augmentation. On est en mars, on ne voit pas beaucoup mon petit curseur ici, mais on voit ici, donc on a fin mars 2021, on a ce décret et l'augmentation pendant toute l'année 2021 des tirs d'artillerie sur le Donbass. On va y revenir. Et puis, en février 2022, on a encore une augmentation supplémentaire. Mais c'est très important de comprendre qu'il y a, dès la fin mars 2021, les Ukrainiens se préparent à mener une offensive majeure
contre le Donbass. Ils savent que les Russes vont réagir et c'est la raison pour laquelle ils construisent simultanément à la préparation de leur offensive, ils construisent simultanément les défenses qu'on a vues à Bakhmut, à Avdiivka, juste avant Pokrovsk, etc. Toutes ces villes dont on a entendu parler, Toretsk, etc. Toutes ces villes dont on entend parler aujourd'hui dans la presse parce que les Russes, eh bien, ont contre-attaqué et arrivent aujourd'hui à démanteler ces fortifications ou ces renforcements de terrain très bien établis qui avaient été construits déjà depuis 2021. Donc voilà où on en est. Et puis, ça, en février 2022, donc vous voyez ici, on est au 16 février. Je vous rappelle que les jours qui ont précédé donc le 16, Joe Biden dit « Je sais que les Russes vont attaquer le 16 février ». Et pourquoi il sait que les Russes vont attaquer le 16 février? Parce qu'il sait que c'est à partir du 16 février que l'intensification des bombardements augmente une deuxième fois dans le Donbass et que ça va déclencher une réponse des Russes. Et on savait donc que les Russes allaient répondre à ça. Et le 16, le 17 et le 18, on a ces explosions. Alors ces chiffres, c'est aussi important de le dire, parce que c'est les chiffres qui ont été enregistrés par les missions d'observation de l'OSCE au Donbass. Alors certains diront « Ah oui, mais ces chiffres correspondent aux explosions qui ont eu des deux côtés. » Alors ce n'est pas tout à fait juste. Parce que pour établir, si vous regardez les rapports de l'OSCE, les rapports hebdomadaires, vous ne trouvez pas ces chiffres-là. Ces chiffres, je les ai comptés moi-même en reprenant chaque rapport d'observation individuel pour voir si l'explosion se trouvait du côté du Donbass ou du côté des troupes gouvernementales. De façon à avoir ici les chiffres que vous avez sont les chiffres qui effectivement sont tombés sur le Donbass. Lorsqu'il y avait doute, soit je n'ai pas mis le chiffre selon que les observateurs ne savaient pas ce que c'était, soit j'ai compté un point dans chaque cas. Voilà. Mais ces chiffres sont spécifiques aux explosions enregistrées dans le Donbass. Donc, personne n'a fait ce travail-là, et par conséquent, ça explique que ces chiffres, si vous regardez les rapports de l'OSCE, vous ne les trouvez pas exactement tels quels, vous trouvez des chiffres légèrement supérieurs, parce qu'ils tiennent compte aussi des réponses des gens du Donbass contre les zones gouvernementales, mais qui est beaucoup plus faible, parce que les capacités des gens du Donbass étaient beaucoup plus faibles également. Donc voilà la situation qu'on a en février et on a finalement, vous voyez, ce très haut niveau de tir qui est pratiquement 5 à 6 fois supérieur à la normale et qui conduira à l'intervention russe. Alors, il est important de comprendre maintenant la mécanique de cette intervention. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à lire sur vos écrans, mais je vais le lire pour vous en tout cas. Donc, entre 2014 et 2022, on a 10 000 morts civils dans le Donbass. Et le refus des autorités de Kiev d'appliquer les accords de Minsk. Ici, vous avez 10 000 morts. Si vous regardez d'autres, ils vous diront 14 000, etc. C'est faux. Il y a 10 000 morts civils, pas 14 000. Il y a 14 000 morts dans le Donbass, mais il y a 10 000 morts civils. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le dire. Et puis, on a ensuite, le 24 mars 2021, on a le décret de Zelensky pour la reconquête de la Crimée et du Donbass, et une première intensification des tirs contre le Donbass. Et le 16 février, on a cette deuxième intensification des tirs, c'est ce que je viens d'expliquer. Et ça conduit les Russes à dire maintenant, il faut engager ce qu'on appelle la responsabilité de protéger. Alors, la responsabilité de protéger, qu'est-ce que c'est? Et c'est en fait le même principe que les Russes avaient invoqué en 2008 pour intervenir en Géorgie, qui avait suivi exactement le même chemin d'ailleurs. C'était une provocation du gouvernement géorgien, et ça a été attesté d'ailleurs par une étude qui avait été commanditée par l'Union européenne elle-même d'ailleurs. Et les Russes avaient invoqué la responsabilité de protéger. Alors, qu'est-ce que cette responsabilité de protéger? La responsabilité de protéger, c'est un principe des Nations Unies.
ça ne se trouve pas dans la Charte des Nations Unies, c'est un principe des Nations Unies. Et c'est un principe qui s'appuie sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est la responsabilité de chaque État de protéger sa propre population. Et là, on avait les 10 000 morts dans le Donbass, et ces 10 000 morts, c'était des citoyens ukrainiens. Donc, ça veut dire que le gouvernement ukrainien n'avait pas respecté le premier pilier de cette responsabilité de protéger. Et ces piliers, d'ailleurs, vous les trouvez sur vous allez sur le website des Nations Unies, donc je n'invente rien du tout. C'est écrit tel quel. J'ai repris d'ailleurs la formulation à peu près exacte des Nations Unies. Le deuxième pilier, c'est la responsabilité de la communauté internationale à aider l'État qui a un problème à protéger sa population. Et c'était, en l'occurrence, les accords de Minsk, l'accord Minsk I de 2014, que l'Ukraine n'a pas respecté, et l'accord de 2015, de numéro 2, que l'Ukraine n'a pas voulu respecter, et ça on le sait par les déclarations de Poroshenko, de Volodymyr Zelensky, et des États qui étaient garants de cet accord. Là, d'ailleurs, je souligne quelque chose, puisque je crois que c'est monsieur François Asselineau, le politicien français, qui par ailleurs fait d'excellentes, et a fait d'ailleurs une excellente présentation du début du conflit, mais il y a un petit point sur lequel il n'a pas capté la nature du problème, c'est que les accords de Minsk ne sont pas un accord entre la Russie et l'Ukraine. Les accords de Minsk sont un accord entre les responsables de certaines régions des oblasts de Donetsk et de Lugansk. En ukrainien, c'est l'abréviation ORDLO qui est utilisée. C'est certaines régions des oblasts de Lugansk et de Donetsk et les autorités de Kiev. C'est en fait un accord interne à l'Ukraine. Et comme c'est un conflit important, la France et l'Allemagne se sont portées garantes que Kiev appliquerait l'accord, et la Russie s'est portée garante que les séparatistes, enfin ce qu'on appelait séparatistes, qui étaient en réalité des autonomistes, que ces rebelles allaient appliquer l'accord. Donc les grandes puissances, France, Allemagne, Russie, ne font pas partie de l'accord. Très important de le dire, parce que ça a été un effort constant de la politique française, avec le soi-disant, enfin pas le soi-disant, avec ce qu'on a appelé le format Normandie, à inclure ou à faire de cet accord, qui est un accord interne, à en faire un accord international de façon à placer la responsabilité sur la Russie. C'est faux, c'est un accord interne. Mais ces accords n'ont pas fonctionné, et donc on passe au pilier 3 de la responsabilité de protéger, qui est la responsabilité de la communauté internationale de protéger manifestement lorsqu'un État n'assure pas la protection de sa population, c'est-à-dire intervenir. Et la responsabilité de protéger, c'est un principe qui est devenu un principe des Nations Unies dans les années 2000, mais la conception de cette idée vient de l'époque de la guerre du Rwanda, où la communauté internationale s'était trouvée démunie, n'avait pas beaucoup envie non plus, il faut le dire, mais s'était trouvée démunie pour intervenir dans le conflit interne qui était le conflit rwandais. Et la responsabilité de protéger, aujourd'hui, a ces 3 piliers, dont le 3e pilier qui autorise la communauté internationale à intervenir dans le cadre de l'article 51 des Nations Unies, de la Charte des Nations Unies, pour résoudre le problème que l'État n'est pas capable de résoudre de lui-même. Voilà. Et donc, on est dans ce cas en février 2022, on est dans la situation de ce pilier numéro 3, c'est l'intervention selon l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Alors, comment est-ce qu'on arrive à cette intervention selon l'article 51 de la Charte des Nations Unies? Je vous rappelle que Vladimir Poutine est un juriste, et par conséquent, quand on part de ce déroulement, qu'est-ce qui se passe? Le 21 février 2022, la Russie reconnaît
l'indépendance des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk. Pourquoi est-ce qu'il les reconnaît? Pour pouvoir signer avec ces deux républiques qu'il considère comme indépendantes des traités d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle. Et sur la base de ces traités qui sont ratifiés dans les parlements respectifs, c'est-à-dire la Douma pour la Fédération de Russie et les parlements des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, ces traités sont ratifiés le 22 février simultanément dans les trois pays, si vous voulez. Que vous considériez les républiques de Donetsk comme des pays, ça c'est, j'entends, personne ne vous oblige à le faire, mais c'est comme ça que c'est la construction qui a été faite par la reconnaissance. Cette reconnaissance des deux républiques ne vient pas simplement dans un vide juridique, elle a ou dans un vide stratégique. Elle a une fonction. Et le 22 février, donc on a la ratification de ces traités. Et le 23 février, les républiques de Donetsk et de Lugansk font une demande d'assistance militaire à la Russie. Et c'est sur la base de cette demande d'assistance militaire qui fait que la Russie, les deux républiques forment une coalition, et cette coalition répond aux conditions de l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Voilà le schéma qui a été mis en place. Et donc on a, si vous voulez, dans la phase qui a précédé le conflit jusqu'en février 2022, on a finalement la légitimité, parce qu'il était légitime d'intervenir pour faire cesser les exactions de Kiev contre la population du Donbass. D'ailleurs, on peut être surpris que les pays occidentaux ne l'aient pas fait, parce qu'ils auraient très bien pu le faire à ce moment-là, et même avant, puisque dès 2014, il y a eu une répression terrible contre tous les russophones, pas seulement dans le Donbass, mais dans l'ensemble du sud du pays. Et puis, la légalité, formellement, elle est faite par ce déroulement. Et la reconnaissance des républiques, elle est conforme à la Charte des Nations Unies, puisque c'est ces républiques qui se sont déclarées indépendantes au terme de la capacité des peuples à disposer d'eux-mêmes, selon la Charte des Nations Unies. Par conséquent, ce déroulement, il répond à une logique juridique. Alors après, la politique vient là-dessus, et quand on dit que c'est un artifice, là on est dans la politique. Mais juridiquement, le calcul de la Russie est beaucoup plus fin que ce qu'on a voulu dire. Et c'est la raison pour laquelle, le 24 février, on a le déclenchement de l'opération militaire spéciale et l'intervention en Ukraine. Opération militaire spéciale et non pas guerre contre l'Ukraine, parce qu'il s'agit, dans la perspective des Russes, d'une opération limitée. Ils pensaient sans doute pas que ça allait durer aussi longtemps. D'ailleurs, je pense que les négociations qui sont ouvertes dès le 25 février à la demande de Volodymyr Zelensky, interrompues par l'Union européenne, puis reprises par Volodymyr Zelensky dans le cadre des négociations d'Istanbul à la mi-mars 2022, tout ça était dans exactement l'esprit de la Russie. Ce sont les Occidentaux qui ont fait en sorte que Zelensky rejette les propositions qu'il a faites, si vous voulez, et puis qu'on est dans ce conflit depuis ce moment-là. Donc voilà un petit peu la situation. Il est très important de comprendre ça, parce que si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas pourquoi Donald Trump a dit « c'est vous qui l'avez déclenché cette guerre ». Il y a effectivement une responsabilité de l'Ukraine là-dedans, et il y a une responsabilité des Européens à refuser de reconnaître ce processus, parce que c'est effectivement ce qui s'est déroulé, et de prendre les mesures adéquates en temps utile pour que ça n'évolue pas vers quelque chose de plus grand. Et voilà pourquoi aujourd'hui Donald Trump considère que les Européens ne sont pas une partie de la solution, mais une partie du problème, et que Zelensky lui-même n'a pas, si vous voulez, l'autonomie nécessaire par rapport à ses commanditaires européens pour pouvoir changer de cap. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Donald Trump est aussi, méprisant à l'égard de Zelensky.
Voilà l'explication de la situation. Mais tout ça, il faut en tenir compte. De nouveau, on peut avoir des oppositions politiques. Est-ce que l'intervention le 24 février était la meilleure décision possible? On peut discuter tout ça, c'est des décisions politiques. Le problème est que nous n'avons finalement pas beaucoup, comme d'ailleurs on le voit aujourd'hui, est-ce que ce que fait Trump est la meilleure décision? Le problème, c'est que les Européens, soit en tant que structure supranationale, l'Union européenne, soit en tant que pays indépendant, ont été incapables d'apporter eux-mêmes des solutions aux problèmes. Et que lorsqu'ils ont eu l'opportunité de le faire, comme c'était le cas pour les accords de Minsk 1 et 2, que les Français et les Allemands avaient l'opportunité de mettre en œuvre, si vous voulez, grâce par l'entremise de l'Ukraine, eh bien, les pays européens n'ont même pas su tenir ces opportunités. Par conséquent, il n'y a pas beaucoup de raisons pour Donald Trump aujourd'hui d'avoir du respect pour les pays européens qui n'ont pas eu de respect pour la situation en Ukraine. Comment est-ce qu'on pouvait imaginer en 2022 que l'Ukraine allait réussir à vaincre la Russie? Alors, la raison pour laquelle on s'est enfermé dans ce narratif, c'est parce que, et rappelez-vous les experts qu'on avait sur les plateaux de C'est dans l'air, LCI et autres, en 2021, qui nous répétaient à longueur d'émission que la Russie avait l'économie de l'Espagne ou de l'Italie et qu'à la première sollicitation, première sanction, eh bien, ce serait un château de cartes qui s'effondrerait totalement. Eh bien, la réalité n'est pas celle-là. La Russie a beaucoup mieux, comment dire, répondu en fait aux problèmes qu'il y avait que ce qu'on a bien voulu dire par la suite. Et aujourd'hui, même si on parle systématiquement de la faiblesse de la Russie, etc., que la Russie, selon l'expression de McCain, est une station-service camouflée en un pays, eh bien, on s'aperçoit que si vous regardez sur ce graphique, en noir, on a les revenus qui viennent des produits pétroliers. On voit que ceux-ci ont légèrement même augmenté depuis 2022. Mais les revenus de la Russie qui proviennent d'autres secteurs de l'économie, eh bien, ont monté en flèche depuis 2022 grâce aux sanctions, puisque les sanctions avaient fait que la Russie était plus un pays importateur. Il n'y avait pas d'intérêt particulier à développer une industrie d'exportation. Et puis, depuis, les sanctions lui ont fait donner l'impulsion nécessaire à consolider, raffermir son économie, à reformer une industrie d'exportation. Et aujourd'hui, on a un pays qui est effectivement beaucoup plus fort qu'il ne l'était avant, ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas des faiblesses intrinsèques. Aujourd'hui, une des faiblesses de la Russie, et la raison pour laquelle d'ailleurs on parle d'inflation en Russie, c'est pas du tout pour les mêmes raisons qu'il y avait eu en 2022, où les premiers effets des sanctions avaient abouti à des effets inflationnistes en Russie, c'est-à-dire une baisse de la valeur du rouble qui avait provoqué cette poussée inflationniste. Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans cette situation. On est dans une situation même inverse, c'est-à-dire que aujourd'hui, l'économie russe s'est développée tellement rapidement qu'il manque de main-d'œuvre en Russie. Et il y a un besoin de main-d'œuvre qui fait que le prix de la main-d'œuvre a augmenté et a fait augmenter les prix. Donc, on est dans une situation qui est totalement différente de ce qu'on avait à l'époque. Et c'est ça qui est la réalité aujourd'hui, si vous voulez. Donc, le problème qu'il y a malheureusement aujourd'hui, c'est que les Européens n'ont pas réalisé ça. Les Américains l'ont réalisé, et d'ailleurs, quand on entend Marco Rubio dire qu'aujourd'hui, la Russie est une grande puissance, eh bien, c'est qu'il a reconnu que malgré les sanctions et tout ça, la Russie a repris du poil de la bête et est venue à se hisser au rang des pays les plus puissants de la planète. Et pas seulement ça, mais du fait de l'évolution qui s'est faite dans le reste du monde, et notamment sous l'impulsion de la Chine, a fait qu'aujourd'hui, la Russie a probablement plus est plus appréciée presque
que qu'elle ne l'était en 2022 en réalité. Et la chute et l'absence de décisions rationnelles prises par les pays occidentaux, les États-Unis, en tout cas sous l'ère Biden, je ne sais pas si l'ère Trump va être beaucoup meilleure, on pourra discuter de ça probablement à un autre moment, mais je pense que c'est aussi, on a une émotionnalité qui va dans l'autre sens, si vous voulez. Bon, bref, c'est une autre discussion. Mais en Europe, en tous les cas, on a vu que les décisions prises par les pays européens et par l'Union européenne allaient à l'envers du bon sens. Et c'est un petit peu ça, cette absence de décisions rationnelles prises en Occident qui a fait que la Russie, aujourd'hui, est dans une position meilleure qu'elle ne l'était avant et qu'elle est reconnue comme telle. Et qu'elle a regardez les rapports qui sont très nettement améliorés avec le Moyen-Orient, notamment, même avec la Syrie. Hein. Pourtant, la Syrie qui vient d'avoir un changement de régime assez brutal, avec des gens qui étaient opposés au gouvernement Assad, eh bien aujourd'hui, ils ont des discussions apaisées avec la Russie. Et même aujourd'hui, le nouveau gouvernement de Syrie est ouvert au maintien des bases russes et même a demandé à la Russie de garder ses bases en Syrie. Donc on voit que les relations que la Russie a avec le reste du monde a totalement changé, et ceci en grande partie à cause de l'incapacité des Occidentaux à avoir des décisions rationnelles.